insoumis au Covid-19 et en plus socialiste à l'ancienne. Donc là, vraiment, il cherche à se faire battre. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais- Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Alexandre Loukachenko, alias le dernier dictateur d'Europe, sera-t-il contraint de quitter la tête de la Biélorussie, ce pays d'Europe de l'Est frontalier de la Russie, de l'Ukraine, de la Pologne et de la Lituanie? Sera-t-il remplacé par Svetlana Tikhanovskaya, l'égérie des démocraties occidentales qui a obtenu 10% des suffrages à l'élection présidentielle biélorusse de ce début du mois d'août 2020 avant de se réfugier en Lituanie? Et enfin, pourquoi les Biélorusses ne sont pas terrorisés par le Covid-19 comme tout bon citoyen européen? On en parle tout de suite dans ce 48e épisode d'Only Hebdo, enregistré sans masque, mais avec l'énergie éternelle de RFM. C'est parti. Les partisans de l'opposition biélorusse se sont mobilisés en masse à Minsk ce dimanche contre le président Alexandre Loukachenko. C'est le deuxième dimanche consécutif de manifestation après 2 semaines d'un mouvement de protestation historique pour dénoncer la réélection du dirigeant qualifié par ses détracteurs de plus ancien dictateur d'Europe. Je suis choqué par les mensonges et la violence qui règnent dans notre pays, dit cette femme. J'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. Je veux qu'ils vivent dans un pays libre et qu'ils aient des perspectives dans la vie. En Lituanie, mais aussi en Estonie et en Lettonie, des milliers d'habitants ont formé une chaîne humaine en solidarité avec les protestataires biélorusses. Alexandre Loukachenko est au pouvoir depuis 26 ans. Selon une vidéo diffusée par la présidence biélorusse, Alexandre Loukachenko a survolé en hélicoptère le centre-ville, là où la manifestation avait eu lieu. De retour sur le sol, le président biélorusse a qualifié les manifestants de rats, alors qu'on peut le voir sur les images arriver dans sa résidence, une kalachnikov à la main. Alexandre Loukachenko a placé les forces armées en état d'alerte en dénonçant d'importants agissements des forces de l'OTAN à proximité des frontières polonaises et lituaniennes, accusation démentie par l'Alliance nord-atlantique. Les autorités biélorusses ont par ailleurs engagé cette semaine des poursuites pour atteinte à la sécurité nationale contre le Conseil de coordination formé par l'opposition. Alors, si je mettais la charrue avant les bœufs, je poserais à M. Corias la question suivante. La révolution colorée biélorusse peut-elle réussir? Mais on va faire les choses dans l'ordre. Alors, Monsieur Corias, avant toute chose, assistons-nous, d'après vous, à une nouvelle révolution colorée en Biélorussie, simplement? Si on en croit Raphaël Glucksmann, qui est tout à fait heureux de voir les foules essayer de déstabiliser le régime très autoritaire de M. Loukachenko, oui, il y a une révolution orange, d'ailleurs il s'en cache même pas. Aujourd'hui, toutes les ficelles sont à l'air libre, on peut les voir, mais n'empêche que ça part de loin, ça part d'un peu plus loin, et si on estime que les révolutions oranges ont eu lieu globalement dans le monde au milieu des années 2000 jusqu'au début des années 2010, les problèmes de M. Loukachenko avec son peuple ne datent pas d'hier. Il y avait déjà une opposition, il y a déjà eu des tentatives, non pas de putsch, n'allons pas si loin, mais d'opposition plus ou moins contrôlée, plus ou moins incontrôlée, et ça fait quand même une bonne vingtaine d'années, il est là depuis 26 ans, le président, que la politique intérieure est, non pas sur des charbons ardents, mais en tous les cas, est le souci premier du président biélorusse. Ça veut dire qu'en fait, oui, il peut y avoir une révolution orange, mais je dirais à moitié, à 50%, parce qu'il y a des inquiétudes dans le peuple biélorusse qui ont pu rejoindre ce fameux mouvement, qui existait, je crois, déjà il y a quelques années, sous le nom de révolution, je crois, des réseaux sociaux, ou révolution muette, où les gens, grâce aux réseaux sociaux, se réunissaient sans violence, sans demande de changement de régime, et en tous les cas, ils demandaient un assouplissement du régime, notamment justement sur le sort réservé à l'opposition. Je rappelle juste une petite chose en passant, il y a quelques années, 4 opposants à Loukachenko ont disparu. C'est ce qui fait aussi que l'Union européenne n'a pas voulu, et depuis longtemps, intégrer la Biélorussie parmi les 28 à l'époque. Aujourd'hui, c'est 27, je crois. Voilà, donc c'est un tableau mitigé. On ne peut pas parler d'une révolution orange totale. Disons de la même façon qu'en Ukraine en 2014 avec l'Euromaïdan.
où là, on a vraiment vu les forces mondialistes à l'œuvre, avec des provocations, des tirs, évidemment les discours de BHL. Là, même si on a vu BHL avec Madame, je ne vais pas dire de bêtises, Tsikhanouskaya, je crois, Tikhanovskaya, pardon, on l'a vu, évidemment, mais il est venu un peu après coup. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, non pas une résistance populaire, mais une demande de changement et des inquiétudes du peuple biélorusse, qui est confronté, comme beaucoup de pays, depuis 2011, ils ont pris le choc aussi de la crise financière mondiale, à une crise économique, et même si la Biélorussie n'est pas l'Ukraine en termes économiques. C'est un pays plus solide, mieux charpenté, avec une industrie qui fonctionne bien, etc., et un système d'emploi un peu spécial. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a peut-être eu des feux qui ont été entretenus comme beaucoup le pensent, par la CIA ou alors des officines mondialistes, mais ça n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu une demande d'un peu plus de démocratie de la part du peuple biélorusse. Alors, pour nos auditeurs, à l'intention de nos auditeurs, on pourrait peut-être faire un topo un peu plus précis sur l'histoire et sur la situation économique de la Biélorussie, puisque reprécisons quand même l'évidence, mais c'est un pays de l'ex-glacis soviétique, donc de l'ex-URSS, et qui effectivement est un des derniers pays, et c'est peut-être là l'une des explications aussi de ce modèle biélorusse gênant, c'est l'un des derniers pays authentiquement socialiste qui semble fonctionner malgré tout. Comme vous l'avez dit, la situation est quand même assez stable, même si son industrie date un peu, le pays se tient debout. Alors, enfin, le pays tient debout au niveau économique, même s'il y a quand même de nombreuses aides qui proviennent de la Russie directement. Mais voilà, c'est quand même c'est un pays qui n'est pas aligné sur le néolibéralisme ambiant. Non, et justement à ce propos, comme on dit, les institutions financières internationales, c'est-à-dire le FMI, elles ont toujours jugé son secteur public obèse. Ça veut dire quoi ? Comme en France, sauf que là, c'est beaucoup plus, parce que je crois que c'est carrément la moitié de la production du pays qui vient du secteur public, et à peu près 60% même, et 50% de l'emploi. Donc c'est un modèle post-soviétique, ou comme vous l'avez dit, socialiste, d'une économie mixte qui est fondée sur un État fort et un État qui gère en grande partie la production. Alors ça peut poser problème, évidemment, aux européistes et aux mondialistes, qui, eux, ont envie d'ouvrir ce pays au marché. Donc il n'y a pas forcément là-dedans une pression de l'OTAN, même si l'OTAN, évidemment, a intérêt à ce que ce dernier verrou du glacis soviétique, comme vous dites, saute, après l'Ukraine, après les pays baltes, parce que voilà, cette ceinture qu'il y avait autour de l'Union soviétique au moment du pacte de Varsovie, qui a été brisé en 1991, eh bien cette ceinture assurait à l'Union soviétique une certaine sécurité physique. Aujourd'hui, on voit que les forces de l'OTAN se rapprochent et la Biélorussie est encore tenue par la Russie par des traités militaires, notamment avec une importante base aérienne. Et Loukachenko est pris entre deux feux. À ce niveau-là, il aimerait un peu d'ouverture vers l'Europe pour justement profiter des prébendes européennes, et l'Europe n'en veut pas pour l'instant à cause des droits de l'homme, de la peine de mort, etc. Mais de l'autre côté, il ne peut pas lâcher le grand frère russe qui lui garantit par exemple des ventes de gaz à prix théoriquement intéressant, mais en même temps qui tiennent la Biélorussie, qui a toujours été la petite sœur de la Russie. C'est un pays très russophone à 80%. Donc c'est un pays entre le chien et l'os, j'utilise souvent cette expression, mais là pour le coup c'est vrai, et puis c'est un pays qui a beaucoup souffert justement de ses grands voisins. Dans les années 40, je crois un quart de la population a été décimée par les nazis, donc c'est un pays qui sait ce que c'est que des grands voisins, et qui n'a pas envie de se retrouver à nouveau dans un conflit entre la Nouvelle-Russie, celle de Poutine, et l'OTAN. Donc ceci explique les louvoiements un peu diplomatiques de Loukachenko, et en même temps ces tentatives de rapprochement avec l'élastique de la Russie dans le dos, avec l'Union européenne. Bref, c'est un jeu un peu élastique et complexe que mène Loukachenko, qui n'est pas le gros bourrin que les médias veulent nous vendre, les médias occidentaux. C'est quelqu'un qui a une situation complexe et qui, au niveau intérieur, a toujours eu peur, et là je reviens sur votre première question, d'une révolution orange, même si pour lui c'est une espèce de bouclier qui lui assure évidemment un régime plutôt présidentiel, plutôt autoritaire. Voilà ce qu'on peut dire. Une petite dernière chose peut-être sur le contexte historique. Donc il est élu, on le sait, depuis 25 ou 26 ans. Il a été réélu, et à chaque fois, c'était à peu près la première fois, je crois, avec 80% des voix, et aujourd'hui encore avec 80% des voix. Donc on a l'impression que Loukachenko, c'est monsieur 80%, et que personne n'a le droit de l'ouvrir. Cependant, il n'est pas certain que si les élections avaient été complètement ouvertes, c'est Alexandre Lhatsa qui l'avait dit
dans une vidéo qu'on a diffusée, il n'aurait pas été élu, alors peut-être à 60-40, de manière plus démocratique, ça aurait peut-être évité les manifestations et les violences qu'on a vues depuis. Oui, c'est vrai que Loukachenko joue quand même un jeu pas forcément dangereux, mais il poursuit un numéro d'équilibriste qui effectivement pourrait se retourner contre lui. Comme vous l'avez dit, entre d'un côté la pression otanesque, les intérêts politico-économiques de l'Union européenne, les appétits de différents prédateurs qui sont en grande partie des oligarques, d'ailleurs des oligarques occidentaux et des oligarques russes, et une certaine vocation historique et décisive par rapport effectivement au grand voisin russe, qui est même le grand frère russe, qui, semble-t-il, a quand même vocation à un moment ou à un autre à intégrer la Biélorussie au sein de la Fédération de Russie. Et c'est vrai que Loukachenko, lui, cherche à conserver une certaine indépendance. Voilà, donc il joue un peu un jeu dangereux, c'est-à-dire parfois ça a pu le pousser à se rapprocher des Occidentaux pour se détacher au moins formellement, de la Russie de Vladimir Poutine. Mais en se rapprochant des Occidentaux, il fait par exemple, il fait rentrer des ONG des droits de l'homme, qui défendent les droits de l'homme et compagnie, et ça peut se retourner contre lui, comme on le voit en ce moment. Donc il a vraiment un chemin de crête. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que quand Poutine est arrivé au pouvoir et commençait à remettre l'ordre dans la Russie, après 99, il n'était pas pour Loukachenko. Loukachenko, pour lui, c'était quelqu'un de pas fiable, et d'un point de vue politique, parce que justement, il avait demandé l'entrée. Alors, il a été élu en 94, mais en 93, la Biélorussie avait demandé son entrée dans l'Union européenne. Donc déjà, il y avait une petite tentation de trahison de l'esprit pan-russe. Et ça n'a jamais quitté Loukachenko, qui a envie d'une certaine neutralité. Elle est complexe, parce qu'évidemment, il y a des traités à la fois économiques et militaires. J'ai parlé des obligations militaires de la Biélorussie, qui sert de base anti-OTAN aux Russes. Et puis, il y a des traités économiques avec la Russie, notamment sur la livraison de gaz, etc. Mais en voulant ouvrir à l'Ouest, évidemment, il a ouvert la fenêtre au virus qui vient de l'Ouest, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le mondialisme, les ONG, on sait ce que ça recouvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la presse occidentale et donc française, on retrouve l'opposition qui est incarnée par une femme. Et aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Loukachenko passe pour l'homme blanc de plus de 50 ans, autoritaire et patriarcal, ce qu'il est, et il se trouve complètement démonétisé par les nouvelles injonctions de notre presse. Et du coup, ça l'affaiblit. Et puis l'Union européenne appuie, puisqu'elle n'a pas reconnu son élection. Donc c'est de plus en plus compliqué des deux côtés. Et alors, on pense peut-être que c'est plus l'homme de la situation, même du côté russe. Et il se trouve que Poutine, apparemment, pour l'instant, ne fait rien pour lui sauver les fesses. Mais Loukachenko a toujours eu peur d'une chose, c'est d'une situation à l'ukrainienne, comme il s'est passé en 2014, c'est-à-dire une entrée d'une partie des troupes russes, là pour le coup, à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Et ce qui s'est passé d'ailleurs en 2014 a véritablement foutu la trouille à Loukachenko et aux politiciens justement accrochés à son pouvoir, parce qu'ils pensaient que la Russie, si jamais il avait des velléités d'indépendance, allait là aussi abattre son poing sur son pays. Donc la menace est réelle et il a quand même osé quelques petites entorses à l'amitié biélorusse-russe ou russo-biélorusse, je crois en inscrivant dans la Constitution que le pays devait se prémunir d'attaques à la fois de l'Ouest et de l'Est. Donc ça voulait dire qu'il incluait les Russes comme une menace. Alors évidemment, tout ceci est un mot couvert, mais à la fois en politique extérieure, que ce soit en diplomatie, en économie et en politique intérieure, il a une marge de manœuvre extrêmement étroite et ça serait miraculeux qu'il s'en sorte, avec en plus ce dérangement intérieur qui aujourd'hui aura du mal à rentrer dans le tube. Ce genre de révolution orange, parce que c'en est une, est par définition assez incontrôlable. Plus il réprime, moins il est soutenu. Et on va voir comment réagit Poutine ou Tchoïkov. C'est un peu ça la clé de cette affaire.
Oui, alors comme il l'a fait remarquer avec humour, et ça a d'ailleurs, enfin avec humour, avec ironie, et ça a fait le tour des réseaux sociaux, il réprime, mais sa répression est quand même moins féroce que celle de Macron envers les Gilets jaunes. Alors on pourrait peut-être évoquer justement des scénarios ou des hypothèses à partir de la situation actuelle. Soit on a Loukachenko effectivement démis de ses fonctions, destitué, voire contraint à l'exil, assassiné, hein. C'est-à-dire que effectivement c'est ce que vous soulignez, ce serait la Biélorussie qui devient la nouvelle Ukraine. Ça serait peut-être la première hypothèse. Ou alors, on a Loukachenko qui peut-être continue le numéro d'équilibriste qu'on vient de décrire, et donc qui reste en poste. Mais c'est vrai que ça apparaît de plus en plus compliqué, vu la situation. Ou alors, Loukachenko décide de se soumettre, entre guillemets, enfin en tout cas c'est son point de vue, à la Russie de Vladimir Poutine, quoi, et vraiment d'acter cette intégration à la Fédération de Russie et ce rapprochement. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus probable? Ben là, il est probable, si c'est la troisième solution, que un homme de chez Poutine, ou alors un partisan poutinien, prenne le pouvoir avec un peu plus de doigté, parce que ce qui lui est reproché du côté russe, c'est justement que les choses se font de manière un peu lourdingue, comme par exemple l'élimination directe ou indirecte d'opposants. C'est pas aujourd'hui quelque chose qui milite en faveur de Poutine, même si Poutine n'y est pour rien. Mais disons que il fait figure de gros lourd avec des méthodes dépassées. Aujourd'hui, il est possible, je dirais, de faire ce que fait Poutine, c'est-à-dire un pouvoir autoritaire, mais plutôt populaire, avec peu de dégâts en matière de droits de l'homme, parce que c'est une réalité. Eh bien, le président biélorusse, lui, n'arrive pas à se sortir justement de ces anciennes méthodes qui fonctionnaient dans les années 90 encore, et même au début des années 2000, et aujourd'hui, avec l'Internet, avec justement les révolutions oranges qui ont eu lieu, comme par exemple en Ukraine, les demandes d'indépendance et tout ça, ces méthodes sont non seulement dépassées, mais elles paraissent intenables. Et s'il y a un homme venu de Moscou qui arrive, il y aura effectivement un changement de pouvoir, mais un régime change, pour le coup, du côté russe, et pas pro-américain ou pro-européen. En tout cas, pour l'instant, les Américains n'ont pas mis leur nez dans cette affaire. Je ne sais pas ce que l'OTAN a fait spécialement. En tout cas, on n'a pas de ce côté-là, on n'a pas de pression, par exemple, de Donald Trump. Apparemment, il considère que c'est une affaire intérieure au bloc russe ou pan-russe. Mais je ne vois pas comment il pourrait traverser ces turbulences, sauf si l'Union européenne, en quelque sorte, le sauve, parce qu'elle l'a déjà tiré d'affaire plusieurs fois, notamment justement en 2016, après l'affaire de Maïdan, 2014-2016, quand elle a eu besoin de Loukachenko pour négocier justement entre l'Union européenne, la Russie, l'Ukraine, etc. Là, il a été un pion diplomatique important, et à ce titre, l'Union européenne a fermé les yeux un peu sur ces petites exactions, comme vous le rappelez, qui ne sont pas non plus... il n'a pas fusillé des milliers de personnes, n'exagérons pas. Il n'a pas tabassé non plus comme... l'ont fait le régime de Macron avec les Gilets jaunes. C'est pour ça d'ailleurs dans une vidéo qu'il s'en moquait, devant un parterre un petit parterre de la population biélorusse, a envoyé des femmes les bras croisés qui l'écoutaient, et il se moquait justement de Macron qui mettait son nez dans ses affaires intérieures. Mais aujourd'hui, justement, il est affaibli, et la question se pose de l'importance justement de l'Union européenne dans ce poids. Parce que l'Union européenne n'a pas envie non plus que ce soit l'anarchie en Biélorussie, parce qu'elle a envie de développer des partenariats économiques. Et il faut savoir une chose, c'est que en Biélorussie, la monnaie, en réalité, la monnaie quasiment officielle, c'est le dollar et même l'euro. Et les Biélorusses font tous leurs deals en dollars ou en euros, qui sont des devises très recherchées. Et du coup, c'est une forme, je dirais, d'intégration dans la mondialisation, déjà de fait monétaire, mais qui n'est pas encore actée d'un point de vue juridique dans l'économie. Mais il paraît peu probable que le rideau de fer s'abatte à nouveau autour de la Biélorussie et isole complètement ce pays de l'Union européenne. Pour l'instant, on en est là. Même si la plupart des échanges commerciaux de la Biélorussie se font principalement avec la Russie et assez peu avec l'Union européenne. Mais pour que l'Union européenne sauve les fesses de notre ami Loukachenko, il faudrait certainement que Loukachenko fasse amende honorable sur la question de la coronapsychose. Il faudrait qu'il renonce à sa défiance et à son insoumission au Covid-19, puisque le modèle biélorusse, le contre-modèle biélorusse existe, comme le contre-modèle suédois.
suédois. La Biélorussie a rejeté le confinement, elle a rejeté les injonctions de l'OMS, et c'est quand même quelque chose qui, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, pèse énormément dans le débat politique actuel. Oui, comme la peine de mort, comme sa façon de traiter l'opposition, et aussi voilà, donc il a tout un tas de mauvaises cases qu'il a cochées qui font qu'il n'est pas admissible pour l'Union européenne. Mais l'Union européenne ne peut pas complètement le laisser tomber, parce que c'était un État qui était très stable, qui était stable économiquement, politiquement, malgré tout, et on a vu ce que c'était, par exemple au Proche-Orient, que de déstabiliser un État fort avec un pouvoir autoritaire, c'est vrai, comme la Syrie, même l'Irak. On a vu après ce que ça donne, et je ne parle même pas de la Libye. Donc, ce sont des foyers. Des foyers de perturbation, il peut y avoir des déplacements de population. Si le pays chute économiquement, la Biélorussie, après une révolution orange, comme on a vu en Russie après les années 90 ou en Ukraine après 2014, ça peut être aussi un sacré problème. Il y a 10 millions d'habitants qui sont là, qui auront moins de travail. Il y a une économie mixte, c'est-à-dire très publique, qui sera démantelée. Il n'y a pas seulement, comme vous l'avez dit, les grands multinationales qui lorgnent sur l'industrie biélorusse, mais il y a aussi même les oligarques russes eux-mêmes. Donc, c'est un pays qui peut très rapidement être dévoré par ses voisins s'il montre un affaiblissement intérieur, ce qui est le cas. Alors moi, je ne veux pas être pessimiste, mais un petit pays, donc 200 000 km² et 10 millions d'habitants, aujourd'hui pressé entre l'Union européenne et sa puissance économique, et aussi son argent, ses euros, parce que l'Union européenne peut arroser la Biélorussie d'argent et la Russie, avec sa nouvelle puissance économique montante, avec sa puissance militaire, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Et honnêtement, je ne connais pas beaucoup de gens qui aimeraient être à la place de Loukachenko aujourd'hui, même si c'est, comme on dit, un potentat à l'ancienne, qui ne sait pas bien gérer ses oppositions. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, c'était la 48e émission d'On Nettoie l'info hebdo. Loukachenko à BHL, Glucksmann et les Femen sur le dos. Nous verrons dans les prochaines semaines si, comme l'évoque Israël Shamir, non sans humour, le prochain président biélorusse sera Juan Guaido. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de RFM. Bonne semaine à tous.